Je voulais peut-être commencer par rappeler un des éléments qui a été soulevé, qui est soulevé par vos deux interventions et la puissance de vos témoignages. C'est que je serais tentée de dire, de mon point de vue, Adama est mort aux mains de la police parce qu'il était noir. Je pense qu'il est important de le dire aujourd'hui, de ne plus transiger là-dessus, de ne plus transiger sur les causalités de ce qui amène à ce que des personnes, parce qu'elles sont devenues en quelque sorte des cibles légitimes, sont tuées et sont en quelque sorte en plus condamnées à ne jamais pouvoir faire établir la responsabilité. Donc non seulement elles sont tuées, mais il y a une impunité de ceux et celles qui tuent. Donc ça, je crois que c'est absolument essentiel. Ça nous amène je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous décriviez la situation dans laquelle vous êtes trouvés. Et en fait, ce qui est frappant dans cette affaire, une espèce de cercle infernal dans lequel aujourd'hui nous sommes condamnés à circuler, dont il va falloir sortir, c'est que la logique générale aujourd'hui du racisme d'État consiste à fonctionner de la manière suivante. Il faut raciser pour cibler et cibler pour raciser. Ce qui va permettre ensuite de réprimer dans plus totale impunité. Donc ce que nous devons aujourd'hui rompre, c'est ce cercle infernal qui va de la racisation au ciblage, du ciblage à la racisation, et qui fait que les personnes sont littéralement prises au piège de logiques de répression, d'oppression, effectivement de harcèlement, d'acharnement, tel que vous l'avez décrit pour votre frère, et que tout cela se fasse dans la plus totale impunité. Alors sans doute faut-il essayer de faire sens de cette impunité. Comment se fait-il que nous en soyons déjà à nous poser la question de savoir s'il y aura bien un jour justice pour Adama. Alors sans doute qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre d'aller dans le sens du début de compréhension, c'est qu'en fait ces morts-là ne comptent pas. C'est terrible de le dire comme ça, je sais que ça peut être très violent pour vous de l'entendre, mais très souvent, dans les institutions qui vont être amenées à prendre en charge l'ensemble de la séquence, ces morts-là ne comptent pas. Elles sont annihilées du point de vue à la fois de l'être humain qui a été détruit, de la vie qui a été détruite, des conséquences de ces morts-là. Et c'est quelque chose là aussi qu'il va falloir réussir à rompre, c'est-à-dire à faire entendre que ces vies comptent et que donc il y a des comptes à rendre sur la suppression de ces vies. Il n'est plus possible aujourd'hui de considérer qu'on peut s'en tirer, qu'il peut y avoir une impunité de celles et ceux qui se rendent soit coupables, soit complices de ces morts. Ça, c'est un premier élément qui me semble aujourd'hui peut-être nous porter vers des formes d'action dans lesquelles, du coup, tout le monde est engagé. Redonner une valeur à ces vies-là, c'est quelque chose que toutes et tous doivent aujourd'hui considérer que ça leur revient, c'est leur obligation, c'est leur responsabilité. Ça n'est pas simplement quelque chose qu'il faut renvoyer à l'État en disant vous devez assumer la responsabilité de ces morts. Mais ça devient en quelque sorte une sorte de devoir collectif de redonner la valeur à ces morts qui leur a été ôtée. Ces vies-là ont été en quelque sorte perdues et parce qu'elles n'avaient pas de valeur. Donc ça, c'est un premier élément. Le second, je pense que, et ce qui peut nous permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas tant d'obligations que cela à rendre justice, et ça peut sembler là aussi être quelque chose de terrible à dire dans ces termes, c'est que ces morts-là, quelque part, ce sont les morts d'une vengeance d'État. C'est quelque chose qui a été souvent dit, mais qu'il faut rappeler. D'une certaine manière, ce ne sont pas des crimes. C'est une façon complètement ahurissante et aberrante, mais qui peut obéir à une certaine logique. Lorsqu'on considère ceux qui sont les opérateurs de ces morts, et puis ceux aussi derrière, qui d'une certaine manière laissent faire, c'est que l'État se venge de la transformation de l'état de la société française aujourd'hui, qui, aux yeux de beaucoup, est devenu insupportable. Le fait que nous soyons dans une société multiculturelle, dans une société multiconfessionnelle, dans une société où lorsque vous prenez le métro, vous entendez plein de langues autres que le français. Lorsque vous circulez dans l'espace public, vous voyez des femmes qui ont des accoutrements qui ne vous ressemblent pas et qui seraient, semble-t-il, des vecteurs de radicalisation et de terrorisme. Lorsque cette société-là n'accepte pas le visage qu'elle a aujourd'hui,
on peut commencer à comprendre que d'une certaine manière, certains considèrent qu'il faut se venger de cette société. Et ces morts-là sont les morts d'une certaine forme de vengeance d'une minorité qui aujourd'hui est en réaction complète contre finalement ce que nous représentons aujourd'hui. Nous sommes peu nombreux peut-être aujourd'hui, mais après tout, nous, aujourd'hui, nous représentons la majorité de ce que devient la société française. Même si systématiquement il s'agit de faire la démonstration que nous sommes minoritaires, hein, les racisés seraient minoritaires, non, en fait, aujourd'hui, la racisation, ça traduit quelque chose de l'ordre de ce que devient la société française dans sa majorité. Et c'est aussi ce renversement-là qu'il faut opérer aujourd'hui. C'est ceux qui continuent à se considérer comme blancs qui sont minoritaires. Et il faudra bien les renvoyer effectivement aux responsabilités qui leur incombent. Donc, face à quoi nous trouvons-nous aujourd'hui en termes d'action, en termes de prise de conscience? D'une part, effectivement, que la racisation est devenue un mécanisme de régulation sociale et donc aussi de répression sociale, qu'à ce titre-là, il faut engager tous les moyens et toutes les forces pour révéler ce mécanisme-là, pour le mettre à nu, pour l'exposer et pour exposer toutes les organisations et les institutions qui se livrent à cette forme de régulation par l'assignation à un statut de racisé. Ça veut dire que, d'autre part, s'il y en a qui sont racisés, il y en a aussi qui racisent. Il faut peut-être arrêter de considérer que personne n'est responsable dans cette affaire. Il y a une responsabilité collective à la racisation. Il y a une responsabilité structurelle, il y a une responsabilité d'État au mécanisme de la racisation. Et ça prend deux formes. Il y a la forme ordinaire, hein, qui est celle ce que j'appelle la politique du camouflet. Les humiliations au jour le jour, les pratiques ordinaires de déni de droits, cette façon de toujours se voir dénier ses droits, et à tel point d'ailleurs qu'on finit par considérer qu'on n'en a pas. C'est aussi ce que produit aujourd'hui la politique d'un racisme d'État, c'est de finir par convaincre des personnes qu'elles n'ont pas de droit, qu'elles n'ont même pas le droit de dénoncer le racisme dont elles font l'objet, et que d'une certaine manière, elles ne peuvent pas être discriminées, parce que pour être discriminées, il faut avoir des droits. Donc c'est aussi ce mécanisme-là, cette spirale infernale qu'il faut réussir à un moment donné à mettre en évidence et en dénoncer les mécanismes. Et d'autre part, il y a celle effectivement de l'incarcération, celle qui conduit au meurtre, celle qui conduit à des assassinats qui restent impunis, celle qui conduit la police à devenir l'officine de toute une série d'exécutions sommaires, d'une certaine manière, qui aujourd'hui prennent place dans la société française sans qu'on y prenne garde. Donc ce sont aussi ces logiques d'incarcération qui expliquent par exemple que la femme noire que vous voyez se faire menotter et se faire agresser par la police, c'est devenu l'ordinaire. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez, effectivement, vous avez raison de dire qu'elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que voilà une situation où une femme noire se fait agresser parce qu'elle n'a pas de ticket. Tout ça, c'est quand même ce qu'on observe tous les jours aux alentours des gares et des stations. Mais là où ça devient inhabituel, c'est qu'il y a un homme noir qui sort de ses privilèges, un homme blanc qui sort de ses privilèges de blanc pour s'aviser de contester ce qui est en train de se passer. En fait, vous avez eu l'imprudence, si j'ose dire, ou le courage, vous avez été rappelé à l'ordre du fait que vous êtes blanc. Mais qu'est-ce qui vous prend de vous mêler, vous, de l'arrestation ou du contrôle un peu excessif de cette femme? Il vous suffisait de rester dans votre confort, de votre zone de confort d'homme blanc, qui après tout bénéficiait de plein de privilèges. Donc vous avez été puni pour ça. Vous avez été puni parce qu'à un moment donné, vous êtes sorti du confort de l'homme blanc qui bénéficie de privilèges et qui peut après tout continuer à vivre tranquillement. Hein, vous auriez pu passer et ignorer tout ça. C'est ça la sanction qui vous est opposée. Et elle vous est opposée parce que vous êtes, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous êtes un dommage collatéral de ce qui s'exerce systématiquement, régulièrement, contre les habitants noirs et arabes de cette société. N'oublions pas les Roms, les musulmans, enfin bref, toutes les modalités par lesquelles on peut se saisir des membres d'une société pour en faire les cibles principales et idéales de la violence policière et de la violence d'État. Donc ce sont ces éléments-là, me semble-t-il, qu'il faut parvenir aujourd'hui à mettre en évidence. Et ça veut dire, en conclusion, et non de façon mineure, qu'il va falloir questionner le privilège blanc. Il va falloir le questionner centralement aujourd'hui. Les personnes qui, comme vous, comme d'autres, bénéficient de ces privilèges, tant qu'elles continuent à se maintenir dans leur zone de confort,
tant qu'elles continuent à considérer que d'une certaine manière, elles sont épargnées, et pour cause, on sait bien pourquoi elles sont épargnées, parce qu'effectivement, elles sont dans un statut de blanc, blanc étant un statut politique et non pas une couleur de peau. Tant qu'il n'y aura pas une interpellation de la dite majorité blanche pour la renvoyer à ses responsabilités, et au fait que si elle ne fait rien et elle ne dit rien, elle devient non seulement complice, mais coupable de ce qui se joue aujourd'hui du point de vue du racisme d'État et du racisme structurel. Tant que cela ne se fera pas, effectivement, il y aura quelque chose qui ne pourra pas se résoudre de façon massive et définitive et décisive du point de vue politique en France. Donc ce qui nous revient aujourd'hui, c'est d'engager la discussion entre racisés et entre blancs et de comprendre que les alliances que vous appelez de vos vœux, auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, il va falloir les faire sur la base d'une claire conscience politique, des asymétries, des privilèges qui reviennent aux uns, qui sont refusés aux autres sous forme de droits. Personne parmi les racisés ne demande des privilèges, il demande juste à ce que les droits soient reconnus et exercés. C'est tout cela aujourd'hui qui nous attend pour sortir d'une forme d'angélisme et de rappel à l'ordre moral sur les mécanismes du racisme, et pour comprendre que ces mécanismes étant politiques, ils doivent être combattus politiquement et dans une coalition la plus large, où chacun saura quelle est sa place et sa responsabilité, sans chercher encore une fois à préempter les mobilisations des racisés ou à, en quelque sorte, les rappeler à l'ordre et les mettre au pas pour aboutir à une lutte qui, enfin, s'attaque aux racines du racisme d'État et œuvre à une égalité de plus en plus réelle et non pas simplement un principe abstrait.